Il y a ce phénomène très curieux aujourd'hui avec les immenses entreprises technologiques. Elles ont toutes cette histoire d'origine parfaitement ciselée, presque romancée en fait. Ah ouais, le fameux mythe du garage. Exactement. Deux amis d'université, une idée brillante, un espace minuscule, et puis, contre toute attente, bam, ils conquièrent le monde. C'est propre, c'est inspirant. Et surtout, ça cache très souvent une réalité beaucoup plus complexe. On oublie les coups bas, les procès, les avantages de départ, bien dissimulés. C'est ça. On lisse les angles pour créer un récit héroïque. Et en épluchant les sources pour notre exploration d'aujourd'hui, notamment des extraits de textes historiques très denses, je me suis rendu compte que ce storytelling d'entreprise n'a absolument rien de moderne. Non, c'est même un classique de l'Antiquité. Et comment les textes antiques nous racontent exactement la même chose à propos d'une petite bourgade latine qui est devenue la maîtresse absolue du monde méditerranéen. Alors, déballons tout ça. Je suis tout à fait prête. L'idée de cette plongée, c'est vraiment de démêler la légende de la réalité historique sans pour autant se noyer dans un manuel académique. Voilà. Et avant même de regarder la redoutable machine de guerre qui est devenue Rome, il faut s'intéresser au mythe de son propre garage, si on peut dire. L'histoire que les Romains se racontaient sur eux-mêmes. Sauf qu'à la place de deux geeks et d'un ordinateur, on a du sang, une louve et un fratricide. Ce qui pose des bases un peu différentes, on est d'accord. Complètement. Mais c'est incontournable. L'ADN de la civilisation romaine réside dans cette légende. Les historiens anciens nous livrent un arbre généalogique qui remonte carrément à la guerre de Troie. On a le héros troyen Énée, qui est supposé être le fils de la déesse Vénus, qui fuit sa ville en flammes. Ses descendants finissent par fonder une cité dans le Latium, et quelques générations plus tard, on arrive à ce fameux drame familial. Deux frères, Amulius et Numitor. Ouais, qui hérite du pouvoir. Et c'est là que l'ambiance devient très sombre. Amulus, qui est, disons, le plus calculateur des deux, propose de diviser l'héritage. Il y avait le trône d'un côté et le trésor de Troie de l'autre, c'est ça? C'est ça. Numitor choisit le trône, ce qui semble être une erreur tactique monumentale, parce qu'Amulus prend l'or. Et avec cet or, il soudoie des alliés, renverse son frère et l'enferme. Une vraie prise de contrôle hostile. Et très froide. Pour sécuriser son coup d'État, Amulius fait assassiner le fils de Numitor. Et pour sa fille, Rhea Sulvia, il trouve une solution encore plus tordue. Il l'oblige à devenir une prêtresse vestale. Ah oui, et les Vestales devaient rester chastes sous peine de mort. Exactement. Donc dans sa tête, la logique est implacable. Pas d'enfant, pas d'héritier pour réclamer le trône. Mais bon, on est dans la mythologie antique, donc les dieux s'en mêlent toujours. Mars, le dieu de la guerre, s'éprend de Rhea Silvia, elle tombe enceinte et donne naissance aux jumeaux, Romulus et Rémus. Et là, Amulius panique totalement. Il fait emprisonner la mère et ordonne qu'on jette les nourrissons dans le fleuve, le fameux Tibre. Sauf que le serviteur chargé de ça les dépose juste dans une corbeille sur la rive, non? Oui, et le fleuve en crue dépose la corbeille au pied d'un mont. Et c'est là qu'intervient l'image la plus célèbre de l'histoire de Rome, la fameuse louve qui vient allaiter les jumeaux. L'image qu'on a tous vue dans les musées. Voilà. Mais un détail sémantique soulevé par certaines sources historiques mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Après la louve, les enfants sont recueillis par un berger nommé Faustulus et sa femme. Or, dans l'argot romain de cette époque, le mot loupa, qui se traduit par louve, c'était aussi un terme couramment utilisé pour désigner une prostituée. Attendez, vraiment? Ouais, il est donc très probable que la louve salvatrice n'était pas un animal sauvage envoyé par les dieux, mais simplement une femme, sans doute une prostituée vivant en marge de la société. C'est un glissement de sang sérum, on passe de la magie divine à une réalité sociale beaucoup plus crue en fait. Complètement. Mais bon, les jumeaux deviennent des adultes redoutables. Ils découvrent leur identité, mènent une révolte et tuent Amulius. Et après, ils décident de fonder leur propre ville. En 753 avant Jésus-Christ, selon la tradition. Et pour choisir l'emplacement, ils s'en remettent aux oiseaux. C'est ça. Rémus se place sur le mont Aventin et voit 6 vautours. Romulus, sur le mont Palatin, affirme en avoir vu 12. Affirme, c'est le mot-clé, non? Tout à fait. Des auteurs anciens comme Denis d'Halicarnasse pointent déjà du doigt le fait que Romulus aurait menti. Il aurait déclaré avoir vu les 12 oiseaux avant même qu'ils n'apparaissent. Ah, le bon vieux trucage d'élection. Et ensuite, Romulus trace le sillon sacré de la ville et interdit de le franchir.
Rémus, par provocation, saute par-dessus. Et Romulus le tue, immédiatement. Je me mets à la place d'un conseiller en communication aujourd'hui, et c'est le cauchemar absolu. Il revendique d'être une bande de fugitifs dirigée par un type qui a triché pour avoir le soutien divin et qui assassine son propre frère. Comment ça pouvait inspirer de la fierté? Ce qui est fascinant ici, c'est la différence avec notre morale contemporaine. La légitimité à l'époque, ça ne vient pas de la pureté morale, ça vient de la survie et de la force. Ce mythe dit aux voisins de Rome, nous survivons à tout et l'État est plus important que le sang. C'est un message très dissuasif en effet, mais cette brutalité n'était pas juste un conte. Elle a dû s'appliquer face à une crise démographique de la première heure. Il n'avait pas de femmes. Le fameux problème de la première génération. Et la solution de Romulus illustre parfaitement la méthode romaine. Il trouve un autel divin enfoui, dédié au dieu Consus, et organise les fêtes des Consuali, des grands jeux. Et il invite les tribus voisines, surtout les Sabins, qui viennent avec femmes et enfants. Exactement. Et au milieu de la fête, signal discret, les Romains sortent les armes, s'emparent des jeunes femmes, Sabines, et chassent les hommes. L'enlèvement des Sabines. Un guet-apens total. Ça déclenche une guerre immédiatement, j'imagine. Bien sûr, les Sabins reviennent pour se venger. D'ailleurs, c'est là qu'on a la fameuse trahison de Tarpeia, une Romaine qui ouvre les portes de la citadelle aux Sabins en échange d'amulettes d'or. La guerre est brutale, Romulus est gravement blessé à la tête, il implore même Jupiter. Et c'est là que les femmes sabines interviennent, n'est-ce pas? Oui, elles se jettent dans la mêlée. Elles supplient leur père Sabin et leur nouveau mari romain d'arrêter de s'entretuer. Et le plus fou, c'est que ça marche. Mais ce n'est pas juste un traité de paix classique. Non, et si l'on relie cela à la vision globale de Rome, on voit leur arme secrète, l'assimilation. Romulus et le roi sabin Titus Tacius décident de fusionner et de gouverner ensemble. C'est littéralement une fusion-acquisition. Genre, rejoignez-nous au Mouret, mais si vous nous rejoignez, vous avez un siège au conseil d'administration. C'est exactement ça. Ils absorbent l'élite vaincue. Romulus montre d'ailleurs une force presque surnaturelle. Il y a cette légende de sa lance en cornouiller, qu'il aurait plantée avec tellement de force dans le mont Aventin qu'elle a pris racine. Et à sa mort, il est carrément déifié sous le nom de Quirinus. D'accord. L'homme devient un dieu. Mais le modèle avec des rois finit par s'effondrer. On pense au dernier roi, Tarquin le Superbe, qui était un tyran. Oui, il est chassé en 509 avant Jésus-Christ, et c'est là que Rome crée cette machinerie incroyable pour éviter qu'un seul homme ne concentre tout le pouvoir, la République. Le fameux SPQR, le Sénat et le peuple romain. Voilà. Et l'historien grec Polybe décrit cette ingénierie institutionnelle en détail. C'est un système complexe de freins et de contrepoints. On a 2 consuls, élus pour un an, qui dirigent l'armée et le gouvernement, et chacun a un droit de veto sur l'autre. Et le Sénat, lui, il fait quoi exactement? Le Sénat contrôle les finances et la politique étrangère. Il est composé des patriciens, les grandes et riches familles. Mais alors, où est la place du peuple, les plébéiens dans tout ça? Ça ressemble vraiment à une démocratie ou c'est juste une illusion? C'est une excellente question. Sur le papier, les comices, donc les assemblées du peuple, votent les lois, élisent les consuls et peuvent condamner à mort. Plus tard, on a même les tribunes de la plèbe, avec leur droit de veto absolu. Mais dans les faits, l'assemblée qui vote les lois les plus importantes était organisée par groupe de richesse. Ah, d'accord. Donc les riches avaient mathématiquement plus de poids. C'est ça, c'était une oligarchie très habilement déguisée. Et ce système, dominé par une élite en compétition constante pour la gloire, a alimenté une soif de conquête inébranlable. Et la logistique pour passer de la conquête de l'Italie à toute la Méditerranée, c'est vertigineux. Ils affrontent Carthage lors des guerres puniques. Polybe parle d'ailleurs de la peur de l'encerclement romain, de cette paranoïa qui les pousse à attaquer. Une véritable machine de guerre. Rien ne l'arrête. On le voit bien plus tard en Gaule avec la reddition de Vercingétorix à Alésia, qui finit par jeter ses armes aux pieds de Jules César dans un geste dramatique pour sauver ses compatriotes. C'est l'image tragique de la défaite face à cette machine. Mais justement, que se passe-t-il quand cette entreprise devient trop vaste? Quand les généraux comme César deviennent plus riches et plus influents que les institutions elles-mêmes? Le système finit par s'enrayer. L'armée n'est plus loyale envers le Sénat, mais envers ses généraux. César s'empare du pouvoir, se fait assassiner, et ça nous plonge dans une guerre civile sanglante. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. De ce chaos émerge Octave, qui devient Auguste. En 27 avant Jésus-Christ, il invente l'Empire, le Principat. Mais c'est l'escroquerie politique parfaite, non? C'est un coup de génie absolu.
Auguste ne détruit pas le décor de la République. Il garde les consuls, il garde le Sénat, mais il vide tout de sa substance et concentre les pouvoirs entre ses mains. Il instaure la Pax Romana. Tacite, l'historien, fait d'ailleurs une analyse très cynique de ça, je crois. Oh oui, Tacite explique qu'Auguste a littéralement endormi la République. Il a acheté l'armée avec des cadeaux financiers, il a acheté le peuple avec des distributions de nourriture, du blé gratuit, et il a acheté les nobles avec des promesses de sécurité et de richesse. Tout le monde a été acheté, en fait. Exactement. Cela soulève une question très profonde sur la nature du pouvoir. La société a volontairement renoncé à l'égalité politique en échange de la tranquillité et du confort. Et pour consolider ce pouvoir, Auguste utilise même la culture. Il commande l'Énéide au poète Virgile. C'est de la propagande pure et dure. Virgile relie directement Auguste au mythe d'Énée et donc à la déesse Vénus. Il légitime son pouvoir de façon divine. Et à la mort d'Auguste, c'est l'apothéose. On lui dédie un temple, des prêtres, des jeux grandioses. Il devient un dieu, comme Romulus. La boucle est bouclée. Tout à fait. Mais alors, une fois la dictature camouflée en république, comment Rome réussit-elle à tenir un territoire qui va de la Bretagne jusqu'à l'Égypte? On ne tient pas un tel empire juste avec des légions. Non, on le tient avec de l'eau chaude et des bains publics. C'est le processus de romanisation, une conquête par le haut, par la séduction des élites locales. L'invention du soft power, bien avant l'heure. Absolument. On le voit très bien dans les lettres entre Pline le Jeune et l'empereur Trajan. Ils discutent du financement d'un aqueduc à Sinope. Ça nous montre la bureaucratie incroyable derrière l'embellissement des villes provinciales. Ouais, ils exploitaient un véritable mode de vie. Les villes conquises étaient redessinées, avec le fameux plan damier, le cardo, le décumanus. On construisait des portiques, des thermes. Et ça marchait incroyablement bien. Plutarque, par exemple, qui vit dans une petite ville de province grecque, se met à apprendre le latin sur le tard, juste pour le prestige que ça apporte. Et Tacite, encore lui, a une phrase percutante sur les Bretons. Il raconte comment ils se sont mis à aimer la toge, les portiques, les banquets élégants. Ils ont été séduits par le confort romain. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Il faut écouter la conclusion cinglante de Tacite sur ces peuples conquis. Il dit, je cite à peu près, que ces hommes sans expérience appelaient civilisation ce qui faisait une partie de leur servitude. L'aqueduc, ce n'était pas qu'un cadeau pour avoir de l'eau courante, c'était une laisse invisible. C'est fort. Si on résume un peu notre voyage d'aujourd'hui, on part d'un fratricide brutal sur les collines du Tibre. Puis, on voit la construction savante d'une république conçue pour conquérir, qui finit par s'effondrer sous son propre poids. Et enfin, un empire qui impose son joug autant par la toge et les aqueducs que par le glaive. C'est une mécanique du pouvoir fascinante. Comprendre Rome, c'est vraiment comprendre comment les mythes fondateurs excusent les pires actions, comment on peut contourner les institutions de l'intérieur et surtout comment la culture est la conquête la plus durable de toutes. Et ça nous amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Si cette fameuse romanisation n'était au fond qu'une servitude volontaire, joyeusement déguisée en civilisation et en confort matériel, on peut se poser la question aujourd'hui, quelles sont les commodités modernes, les standards mondiaux qu'on adopte aveuglément en les appelant du progrès? Est-ce que certains de nos outils numériques ou de nos conforts ne seraient pas les instruments d'une nouvelle forme d'emprise, beaucoup plus insidieuse? C'est une très bonne question à se poser. Quand on y réfléchit, face à l'abondance d'informations et au confort moderne, il n'a peut-être jamais été aussi vital de garder l'esprit critique. Voilà de quoi méditer.